On va faire un exercice qui récapitule pas mal de notions vues dans les chapitres 11a et 11b sur les espaces vectoriels et les espaces vectoriels de dimension finie. Donc dans cet exercice, on considère un ensemble grand F qui est un sous-ensemble de R4 constitué des vecteurs x, y, z, t, vérifiant x plus y égale à 0 et x plus z égale à 0. Et dans un premier temps, on vous demande de déterminer une base de cet ensemble. Alors pour déterminer une base de cet ensemble, il faut connaître la tête entre guillemets des vecteurs qui se trouvent ici. Ils sont de la forme x, y, z, t, mais avec les conditions qui se trouvent là. Donc quand vous avez quelque chose comme ça, dans le cas général, ici vous avez plusieurs conditions, vous écrivez le système correspondant, x plus y égale 0, x plus z égale 0, vous résolvez le système, ce qui vous permet d'exprimer certaines coordonnées en fonction des autres. Vous remplacez ensuite dans le vecteur qui se trouve ici, et ça va vous donner du coup quelque chose, par exemple, de la forme x, y, y. Alors ce sera pas forcément, ce sera pas ça dans ce cas-là, mais bon, quelque chose comme ça. Et après, une fois que vous avez la tête entre guillemets du vecteur de f, vous allez factoriser par x, l'écrire de la forme x fois 1, 1, 0, 0, plus y fois 0, 0, 1, 1. Et une fois que j'ai écrit comme ça, vous remarquez que du coup, tous les vecteurs de notre ensemble sont combinaisons linéaires de ces deux vecteurs-là, c'est-à-dire les deux vecteurs qui sont là engendrent l'espace vectoriel grand F. Et après, il suffit de vérifier est-ce qu'ils forment une famille. Alors là, j'en ai deux, mais il se pourrait que j'en ai 3, 4, plus, ça dépend de l'espace. Et après, il suffit de vérifier si on a une famille libre aussi. À ce moment-là, si c'est le cas, si la famille que vous avez obtenue là, elle est libre, elle sera à la fois libre et génératrice de f, et tous les vecteurs de f s'écrivent sous cette forme-là. Donc, on aura une base de f. Ça, c'est pour la méthode générale. Au passage, là, ici, je pars du fait que je ne connais pas la dimension de f. Quand je dis je résous le système, je regarde si la famille elle est à la fois libre et génératrice. Si jamais je connais la dimension de f, il suffit de montrer que c'est une famille génératrice de f qui a le bon nombre d'éléments, c'est-à-dire autant d'éléments que la dimension de f, pour avoir une base, ou une famille libre d'éléments de f qui a autant d'éléments que la dimension de f. Voilà. Ici, on ne connaît pas la dimension de f. Par contre, si jamais on avait été dans R3, on aurait eu l'ensemble des vecteurs de R3 qui vérifient x plus y égale à 0 et x plus z égale à 0. Ça, c'est dans R3. Ça aurait été l'équation d'un plan, et ça l'équation d'un autre plan, de deux plans vectoriels qui ne sont pas parallèles. Donc f, ça aurait été dans R3 l'intersection de ces deux plans vectoriels, ça nous aurait donné une droite. Et donc dans ce cas-là, si on avait été dans R3, la dimension de f, ça aurait été 1. Donc il aurait suffi de trouver un vecteur de f pour avoir une base de f. Voilà. Ici on est dans R4, donc en fait ce qui se trouve là, c'est pas l'équation d'un plan, ce serait l'équation de ce qu'on appelle en fait un hyperplan de R4, c'est-à-dire si vous voulez, quelque chose qui a dimension, un sous-espace vectoriel qui a dimension 4 moins 1, 3. Bon, mais là, on n'a pas d'informations sur l'intersection de deux hyperplans ici de R4 dans le cours. Donc, on fait à la main en cherchant une famille qui soit à la fois libre et génératrice de grand F. Donc, on résout le système qui se trouve ici. On a pour x, y, z et t dans R4, x plus y égale à 0 et x plus z égale à 0. Si et seulement si, alors là je pourrais utiliser l'algorithme du pivot de Gauss-Jordan, etc. et avoir x et y comme pivot et un 1 devant le x et un 1 devant le y, donc avoir x et y comme inconnu principal et z comme inconnu auxiliaire.
Bon, ici, on peut tout choisir de changer les rôles de x et y. Là, c'est plus naturel peut-être d'exprimer tout. Par exemple, il y a plusieurs choix possibles, mais du coup, là, je peux exprimer y et z en fonction de x, au lieu d'exprimer x et y en fonction de z, ce sera presque plus rapide. Donc, je peux dire que y égale à moins x et z égale moins x, par exemple. Et donc, les vecteurs de grand F sont de la forme, donc ils sont de la forme x, y, z, t, donc il faut que je remplace par ce que j'ai là. Donc c'est x, y je remplace par moins x, z je le remplace par moins x, et il me reste t. Et ça, bah, c'est x fois le vecteur 1, moins 1, moins 1, 0, plus t fois le vecteur 0, 0, 0, 1. Voilà. Donc ça, c'est un élément du sous-espace vectoriel engendré par, donc on a dit, donc je vais donner des noms à ces deux vecteurs. Celui-là, c'est, vous reconnaissez en fait le quatrième vecteur de la base canonique de R4. Donc lui, je vais l'appeler assez naturellement E indice 4. Et lui, bah, par exemple, je peux l'appeler U. Je vais éviter de l'appeler X ou quelque chose comme ça, étant donné que X, Y, Z, T, ça sont pris par les coordonnées des variables. Donc à partir avec de U, virgule E1, E4, pardon, où U, c'est le vecteur 1, moins 1, moins 1, moins 1, 0. Et E4, c'est le vecteur 0, 0, 0, 1. Voilà. Attention, vous pouvez vérifier, hein, les deux vecteurs qui sont là, ça doit être des éléments de f, hein, sinon on est vraiment mal parti, hein, c'est forcément qu'il y a une erreur quelque part. Donc là, vous pouvez vérifier, quand je fais x plus y, ça fait 0, et quand je fais x plus x, y, j'en écris un de trop, c'est ça, x, y, z, oui, pardon, il y en a un de trop, bah justement, comme quoi ça sert de vérifier. Et quand je fais x plus z, ça fait bien aussi 0. Et ici, si je fais x plus y, ça fait 0, et x plus z, ça fait 0 aussi. C'est bien deux vecteurs de f, et je peux écrire n'importe quel vecteur de f comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Donc, f et le sous-espace vectoriel engendré par U et E4, c'est-à-dire la famille U-E4 est une famille génératrice de F. De plus, est-ce qu'il s'agit d'une famille libre? Là, vous n'avez que deux vecteurs, donc pour savoir si une famille de deux vecteurs constitue une famille libre, il suffit de vérifier si les deux vecteurs sont collinaires ou pas, et là, les deux vecteurs sont clairement pas collinaires. De plus, c'est une famille libre, donc une base de F. Voilà pour la question 1. On demande de compléter la base trouvée, UE4, donc, en une base de R4. D'où vient la question, pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça? En fait, c'est le théorème de la base incomplète. On sait, d'après ce théorème, que dans un espace vectoriel de dimension finie, et ici on est dans R4, qui est bien de dimension finie, on peut compléter toute famille libre, la famille UE4 est bien une famille libre, en une base de l'espace tout entier. Autrement dit, la famille UE4, je vais lui rajouter des vecteurs pour obtenir
une base de R4. Alors combien de vecteurs je dois rajouter? D'après le théorème de la dimension, on sait que toutes les bases, dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases ont même nombre d'éléments. Et ici, la dimension c'est 4, donc toutes les bases de R4 vont avoir 4 vecteurs. Donc je dois rajouter 2 vecteurs à la famille UE4 pour trouver une base de R4. Les 2 vecteurs que je vais rajouter, il suffit de vérifier, donc je vais les appeler U'1 et E'2. E'1, E'2. Donc je cherche 2 vecteurs comme ça, tels que la famille E'1, E'2, U, E4 forment une base de R4. Pour ça, il suffit de vérifier, comme ma famille a le bon nombre d'éléments, que c'est une famille libre ou que c'est une famille génératrice. Donc, vous devez ajouter 2 vecteurs pour avoir une famille. Je pense que le plus simple, ça doit être d'imaginer une famille libre, peut-être. Vous devez rajouter 2 vecteurs pour que la famille complète soit une famille libre, et c'est bon, forcément, ce sera une base de R4. Je vais faire avec l'autre méthode, c'est-à-dire je vais rajouter 2 vecteurs ici, tels que cette famille-là soit une famille génératrice de R4. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un petit peu intéressant, ça nous permet de manipuler les sous-espaces vectoriels engendrés, et de toute façon voir comment une famille, comment est-ce qu'on vérifie qu'une famille est libre, ce sera la question suivante. Voilà. Donc je cherche E'1, E'2, tel que cette famille-là soit une famille génératrice de R4. On connaît déjà une base de R4. On sait déjà que la base canonique de R4, ben voilà, c'est une base de R4. La base canonique, je vais l'appeler E1, E2, E3, E4. Voilà. Et là maintenant, c'est une méthode générale pour montrer que 2 sous-espaces vectoriels engendrés sont égaux. Celui-là, je vais l'appeler F1 pour alléger les notations. Celui-là, je vais l'appeler F2. Donc là, c'est mon brouillon. Hein. Pour l'instant, j'explique la méthode pour montrer que 2 sous-espaces vectoriels engendrés sont égaux. C'est assez simple en fait. Il suffit de montrer que tous les vecteurs ici s'écrivent comme combinaison linéaire des vecteurs qui sont là, et de montrer également que tous les vecteurs qui sont là s'écrivent comme combinaison linéaire des vecteurs qui sont ici. Pourquoi? Ça suffit pour prouver que ces 2 sous-espaces vectoriels engendrés sont égaux. Si j'arrive à montrer que E'1 appartient à F2, que E'2 appartient à F2, que U appartient à F2 et que E4 appartient à F2. Alors ici, c'est évident, F2 c'est R4, mais je pars du principe, là maintenant je suis dans le cas général où je veux montrer que 2 sous-espaces vectoriels engendrés sont égaux. Si j'arrive à montrer ça, par définition, F1 c'est certes l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs qui se trouvent là, mais c'est aussi, comme on l'a vu dans le cours, le plus petit sous-espace vectoriel qui contient ces 4 vecteurs-là. Donc, si j'arrive à montrer que ces 4 vecteurs sont dans le sous-espace vectoriel F2, comme F1, c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient ces 4 vecteurs, plus petit au sens de l'inclusion, si j'arrive à prouver ça, j'aurai que F1 est inclus dans F2. Et pour prouver l'autre inclusion, pour prouver que F2 est inclus dans F1, et ici, vu qu'en fait cette inclusion-là elle est évidente, vu qu'ici c'est R4, celle qui va nous intéresser, ça va être de trouver E'1 et E'2 tel que justement cette inclusion-là soit vraie. Donc pour montrer, enfin pour trouver E'1, E'2 tel que F2 est inclus dans F1, il faut vérifier que tous les vecteurs qui sont là sont dans F1. Donc il faut vérifier que E1 est dans F1, que E2 est dans F1, que E3 est dans F1 et que E4 est dans F1. Alors E4, il y est déjà par définition, donc
là, il n'y a rien à vérifier. Et maintenant, il faut que je trouve E'1 et E'2 tels que ces trois vecteurs-là puissent s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs U, E4, E'1 et E'2. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, si on ne sait pas trop, on peut essayer un petit peu des vecteurs comme ça. Qu'est-ce qui se passe si j'en choisis certains parmi ceux qui sont là, parmi les trois qui sont là, déjà ça va m'aider parce que si pour E'1 je choisis E1 et si pour E'2 je choisis E2, ça va être automatique. Et il ne restera plus qu'à vérifier que E3, donc ce vecteur-là, est-ce qu'il peut bien s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, E4 et U. Alors, est-ce que ça marche? Donc ça, voilà, ça c'était mon brouillon. Si j'arrive à prouver que E3 s'écrit comme combinaison linéaire de E1, E2, U et E4, c'est bon, ce sera terminé. J'aurai ici une base une famille génératrice de R4 qui a 4 éléments, soit autant d'éléments que la dimension de l'espace, donc ce sera une base de R4. Donc on va le vérifier, et oui, effectivement, ça marche. On a donc E3, c'est le vecteur 0, 0, 1, 0. Est-ce que je peux l'écrire comme, donc pour l'instant je vais mettre des constantes inconnues, puis je vais les remplacer au fur et à mesure, lambda 1 fois le vecteur E1, plus lambda 2 fois le vecteur E2, plus lambda 3 fois le vecteur U, plus lambda 4 fois le vecteur E4. Voilà, est-ce que je peux trouver des constantes, donc là c'est encore du brouillon, pour lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, telles que E3 s'écrivent comme combinaison linéaire de ces 4 vecteurs là. Si vous voulez, vous pouvez résoudre le système pour trouver lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. On peut même les deviner sans résoudre le système du tout, juste directement en regardant. Ici, lambda 4, c'est donc la dernière coordonnée. Vous voyez que pour la dernière coordonnée, on n'a que des 0 ici et un 1 ici. Donc, il faut forcément pour obtenir un 0 que j'ai un 0 ici. La coordonnée qui se trouve ici, comme j'ai un moins 1, forcément, lambda 3, il doit être égal à moins 1. Voilà. Sauf que si lambda 3 il est égal à moins 1, au niveau de la deuxième coordonnée, ici, je vais avoir moins 1 fois moins 1, je vais avoir un plus 1. Donc pour compenser, pour avoir un 0, comme j'ai un 0 ici et un 0 ici, il faut que le plus 1, je le compense avec un moins 1 ici. Donc là, il faut que j'ai forcément moins 1. Et donc maintenant, les trois dernières coordonnées, c'est bon. Il faut trouver lambda 1 tel qu'on ait un 0 ici. Comme j'ai un moins 1 ici sur la première coordonnée, ici, il faut que je compense avec un plus 1. Donc c'est une fois ça. Voilà, donc le vecteur ici, E3, s'écrit comme E1 moins E2 moins U plus 0 fois E4. Donc, il appartient au sous-espace vectoriel engendré par E1, E2, U, E4. De même, E1, E2 et E4, donc là je ne l'ai pas écrit, mais ça aurait peut-être été mieux de rajouter ici, on pose E1, E2, E3, E4, la base canonique de R4, et de même, E1 appartient à, alors celui-là je vais l'appeler F1, pour alléger les notations, appartient à F1, E2 appartient à F1, E4 appartient à F1. Voilà, donc les 4 vecteurs de la base canonique de R4 sont dans F1. Du coup, toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs sont aussi dans F1, car F1 est un sous-espace vectoriel. Donc, R4, qui est le sous-espace vectoriel engendré par E1, E2, E3, E4, est inclus dans F1.
Et l'autre inclusion étant évidente, R4 égale à F1. Donc, F1, c'était le sous-espace vectoriel engendré par E1, E2, U, E4, est une famille génératrice de R4. Donc, une base de R4, parce que quand je dis le donc qui est là, c'est caractérisation des bases en dimension finie. Si j'ai une famille génératrice qui a autant d'éléments que la dimension de l'espace, alors c'est une base. Et pareil, si j'avais eu une famille libre qui a autant d'éléments que la dimension de l'espace, c'est une base. Voilà. Donc une base de R4 d'après la caractérisation des bases en dimension finie. Si au lieu de choisir E1, E2, vous avez choisi E1, E3 ou E2, E3, ça marchait aussi. Et peut-être qu'en fait, vous avez réfléchi différemment, vous avez choisi d'autres vecteurs qui marchent également. Il n'y a pas que deux vecteurs ici possibles pour compléter notre famille UE4 en une base de R4. Il y a vraiment une infinité de toute façon de vecteurs qui fonctionnent. Voilà, donc peut-être que vous en avez d'autres qui fonctionnent également. C'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes que ceux que j'ai choisis ici que votre résultat est faux. Voilà. On définit trois vecteurs, U1, U2 et U3, et on vous demande si la famille U1, U2, U3 est une famille libre. Donc ça, c'est facile, il suffit d'utiliser la définition de famille libre. Donc on choisit des scalaires lambda 1, lambda 2, lambda 3, tels que lambda 1, U1 plus lambda 2, U2 plus lambda 3, U3 égale 0, ici le 0 de R4, hein, donc 0 avec 4 coordonnées. Et attention, une famille est libre si, quelles que soient les valeurs de lambda 1, lambda 2, lambda 3 que j'ai ici, ça implique forcément lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0. Attention, là, le implique, il est important. Si vous partez juste de ça, c'est pas la définition de famille libre. Donc, pour ça, on écrit soit lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que lambda 1, U1 plus lambda 2, U2 plus lambda 3, U3 égale à 0. On écrit le système que ça nous donne. Je vais l'écrire directement. C'est lambda 1 fois U1, donc ça me donne lambda 1, lambda 1, lambda 1, lambda 1, plus lambda 2 fois U2, donc ça donne plus lambda 2, plus 2 lambda 2, plus 3 lambda 2, plus 4 lambda 2, plus lambda 3 fois U3, donc là ça donne moins lambda 3, moins lambda 3, et là égale 0. Voilà. Et ce système, on le résout. On peut le résoudre par exemple à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss-Jordan. On a un 1 ici devant le lambda 1, donc on peut l'utiliser pour mettre des zéros partout ailleurs ici sur les autres lignes. Donc je garde la première ligne intacte. Lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 égale à 0. Et je la retranche à toutes les suivantes. Donc 2 lambda 2 moins lambda 2, ça va nous donner lambda 2 moins... Donc, moins 0 ici, et moins, ça va nous donner plus lambda 3 égale à 0. Cette ligne-là, je lui retranche la première ligne, donc ça va nous donner 2 lambda 2, moins lambda 3,
plus lambda 3, donc ça fait 0. Et la dernière ligne, elle nous sert même presque à rien, parce que ici, à cause de ça, j'ai forcément lambda 2 égale à 0. Si lambda 2 est nul, du coup, lambda 3 est nul aussi. Si lambda 3 est nul, du coup, lambda 1 est nul également. Donc cette ligne-là, voilà. Déjà, dès là, on n'était pas obligé de recopier la dernière. Ça implique forcément lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0. Donc oui, la famille UE1, UE2, UE3 est libre. Et on peut faire la question suivante en même temps, qui est très simple également. Dans la question suivante, on pose, donc question 4, on pose grand G, le sous-espace vectoriel engendré justement par U1, U2 et U3. Et on vous demande quelle est la dimension de G. Et là, ça doit vous rappeler quelque chose. La dimension du sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs, ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle le rang de la famille de vecteurs. Donc ici, pour rappel, vous n'êtes pas obligé d'introduire cette dimension, vous pouvez juste répondre à la question, hein, mais dimension du sous-espace vectoriel engendré par une famille, c'est ce qu'on a appelé le rang de la famille U1, U2, U3. Et justement, pour déterminer le rang d'une famille, on le reverra un petit peu dans les chapitres 12A, 12B. On résout le système, on regarde et on a vu que si la famille était libre, alors c'est un cas très simple, dans le cas où la famille qui est ici est libre, son rang c'est le nombre de vecteurs de la famille. Donc ici c'est 3, car U1, U2, U3 est libre. Voilà, donc si vous avez eu peut-être du mal à certaines questions, par exemple la question 1, la question 2, elles étaient quand même plus complètes, plus denses que les questions 3 et 4, n'hésitez pas à lire un exercice en entier et vous rendre compte que voilà, les questions 1 et 2, en fait, elles sont indépendantes des questions 3 et 4 et que vous pouvez facilement faire les questions 3 et 4, même si vous n'avez pas réussi les questions 1 et 2. De déterminer une base de f inter g. Alors pour ça, il faut d'abord commencer par connaître f inter g avant d'essayer d'en trouver une base. Donc on va calculer, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne pour f inter g. G, par définition, c'était le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, U3. Donc l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs U1, U2, U3. Pour f, on a le choix d'utiliser la définition de départ ou le fait que f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par U et E4. Si j'utilise cette définition-là, pour trouver l'intersection de f et de g, ce sera l'ensemble des vecteurs qui seront à la fois combinaisons linéaires de U1, U2, U3, et combinaison linéaire de U, E4. Donc en fait, je vais être amenée à résoudre un système de 4 équations, parce qu'on est dans R4, à 5 inconnus, qui seront les 3 inconnus qui apparaissent dans les combinaisons linéaires ici de ces 3 vecteurs, et les 2 autres inconnus qui apparaissent dans les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là. Voilà, ça va être beaucoup plus simple, même si ça ce serait faisable, ça va être beaucoup plus simple d'utiliser la définition de départ pour f, parce qu'à ce moment-là, les vecteurs de f inter g, ce sera les combinaisons linéaires de U1, U2, U3, qui vérifieront que la somme des deux premières coordonnées est nulle, et qui vérifie que la somme première plus troisième coordonnée est nulle. Et là, tout de suite, on va avoir des conditions sur les scalaires qui constituent notre combinaison linéaire de U1, U2, U3, et on pourra en déduire f inter g assez facilement. Donc, ici, on commence par déterminer f inter g. Donc l'intersection, c'est les vecteurs qui sont à la fois dans f et dans g. Donc un vecteur de f inter... donc soit je vais l'appeler... comment est-ce que je peux l'appeler? V.
petit v appartenant à f inter g, il est à la fois dans f et dans g. Donc comme il est dans g, il s'écrit comme combinaison linéaire de U1, U2, U3. Donc ça veut dire qu'il existe des scalaires que je vais appeler lambda 1, lambda 2, lambda 3, tels que V s'écrivent comme lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3. Ça, je peux peut-être regarder ce que ça donne. Ça correspond à lambda 1 plus lambda 2, plus 2 lambda 2 ici, plus 3 lambda 2, plus 4 lambda 2, moins lambda 3, moins lambda 3. Donc ça c'est V du coup. Là j'ai traduit le fait que V appartient à G. De plus, V appartient à F. Donc ça veut dire, donc ça c'est car V appartient à G. De plus, V appartient à F. Donc, X plus Y, la somme des deux premières lignes, doit être égale à 0. Donc la somme des deux premières lignes égale à 0, ça me donne, je vais l'écrire ici, lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 plus lambda 1 plus 2 lambda 2 égale à 0. Et première coordonnée, quand je dis ligne, en fait c'est la première coordonnée de V plus la deuxième, la somme des deux donc vaut 0, et la somme entre la première coordonnée et la troisième coordonnée doit être aussi égale à 0, donc ça nous donne lambda 1 plus lambda 2 moins lambda 3 plus lambda 1 plus 3 lambda 2 moins lambda 3 égale à 0. Et ça, je réjoue ce système. Alors déjà, je vais le simplifier un petit peu. Là, ça fait 2 lambda 1 plus 3 lambda 2 moins lambda 3 égale à 0. Et pour la deuxième ligne, ça me fait aussi 2 lambda 1 plus 4 lambda 2 moins 2 lambda 3 égale à 0. Et donc ce système, je vais le résoudre. Donc je peux le résoudre à l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss-Jordan, mais c'est pas la peine de mettre un 1 ici, comme j'ai un 2 ici et ici en fait. Pour la deuxième ligne, je peux tout simplement retrancher à la deuxième ligne la première, comme ça j'aurai plus de lambda 1 ici. Donc je fais deuxième ligne moins la première, ça nous fait 4 lambda 2 moins 3 lambda 2, ça nous fait juste lambda 2, moins 2 lambda 3 plus lambda 3, ça va nous donner moins lambda 3, égale à 0. Alors ça nous donne une condition sympa, hein. Du coup ça veut dire qu'en fait lambda 2 doit être égal à lambda 3. Et donc si je remplace, du coup je sais que lambda 2 doit être égal à lambda 3, donc la première ligne en fait ça fait 2 lambda 1, donc là je fais plusieurs choses à la fois, hein, je vais un peu vite pour résoudre le système. Ici ça nous fait en fait plus 3 lambda 2 moins lambda 2, donc ça fait 2 lambda 1 plus 2 lambda 2 égale à 0. Et au final, donc ça fait en fait lambda 2 égale lambda 3, et en simplifiant par 2 ici, ça nous fait lambda 1 égale moins lambda 2. Voilà. Donc, V, maintenant dans l'expression de V, cette condition-là traduit le fait que V est dans F. Si j'ai ça, V il est forcément dans F. Donc maintenant dans l'expression de V, je vais remplacer, je vais tout exprimer par exemple tout en fonction de lambda 2. Je vais remplacer lambda 1 par moins lambda 2 et lambda 3 par lambda 2. Donc on a V qui est égal à lambda 1, je le remplace par moins lambda 2. Donc ça fait moins lambda 2 plus lambda 2, ça se simplifie. Moins lambda 3, et lambda 3 je le remplace par lambda 2, donc ça fait moins lambda 2. Deuxième coordonnée, lambda 1 je le remplace par moins lambda 2, donc ça fait moins lambda 2 plus 2 lambda 2, ça fait lambda 2.
troisième coordonnée, moins lambda 2 plus 3 lambda 2, ça fait 2 lambda 2, moins lambda 3, oui je ne me suis pas trompée, hein, ça fait moins lambda 2, ça fait bien 2 lambda 2, moins lambda 3, qui est égal à lambda 2, donc ça fait 2 lambda 2 moins lambda 2, lambda 2 tout court, et là ça fait moins 1 plus 4, ça va nous donner 3 fois lambda 2, voilà. Et ça, bah, je peux sortir le vecteur lambda 2, c'est lambda 2 fois le vecteur moins 1, 3. Donc f inter g, c'est les vecteurs de la forme une constante fois moins 1, 3. Alors vous remarquez que là, en fait, j'ai montré que v, si v appartient à f inter g, alors v est de cette forme-là. Pour être vraiment rigoureux, il faut aussi vérifier l'autre sens, c'est-à-dire que tous les vecteurs de cette forme-là sont bien dans f et dans g. Ils étaient bien dans g parce qu'en fait, ils s'écrivent bien comme combinaison linéaire des vecteurs u1, u2, u3. Ils sont bien dans f. Ça, c'est facile aussi à vérifier. Ça permet, si on a fait une erreur de calcul, de s'en rendre compte assez rapidement. Pourquoi est-ce que ce vecteur-là, il est bien dans f également? Donc là, je fais implique v est de la forme. Voilà, donc là, c'est plutôt ce sens-là. Enfin, ici, il y aura un quantificateur. Il existe lambda 2 tel que v s'écrit comme ça. C'est plutôt, je viens de faire le sens direct. Et pour le sens indirect, je peux le faire rapidement. Ça, c'est évidemment un élément de G, parce que j'ai pris lambda 2 égale, enfin lambda 1 égale moins lambda 2 égale à lambda 3. Donc là, ça appartient bien à G. Et pour montrer que le vecteur qui est là, il appartient bien à F, si je le vérifie, bah en fait c'était à cause de ces conditions-là. Mais le vérifier, donc ça permet de voir qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Définition de f, c'était les vecteurs tels que si j'additionne première et deuxième coordonnée, ça doit me faire 0. Ça, c'est OK. Et si j'additionne première et troisième coordonnée, ça doit faire 0 aussi. Donc, effectivement, ce vecteur-là, il est bien à la fois dans f et dans g. Donc, on vient de montrer que au lieu de l'appeler lambda 2, je vais l'appeler lambda pour simplifier, tel que v égale donc, ben, c'est terminé parce que f inter g, c'est le sous-espace vectoriel, c'est donc l'ensemble des vecteurs de la forme lambda fois moins 1, 3. Et là, vous reconnaissez l'ensemble des combinaisons linéaires du vecteur qui est là. Donc en fait, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1, 3. Donc ce vecteur, la famille constituée de ce vecteur, est une famille génératrice de f inter g, et comme c'est un vecteur non nul, bah, c'est aussi une famille libre. Donc la famille constituée de ce vecteur est une base de f inter g. Donc du vecteur, je vais peut-être lui donner un nom, je ne sais pas si U2 ça a déjà été pris, je crois pas, U2 égale moins 1, 3 est une base de f inter g. Voilà. Question suivante.
Les questions suivantes sont faciles une fois que vous avez trouvé ça. Pourquoi? À la question 6, on vous demande en déduire que f plus g égale à R4. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser ce qu'on vient de prouver. Donc on a calculé f inter g, et ici on vous parle de f plus g. Est-ce que vous connaissez un lien entre f plus g et f inter g? Alors on connaît un lien entre les dimensions de f plus g et de f inter g. C'est la formule de Grassmann. D'après la formule de Grassmann, on a la dimension de f plus g qui est égale à dimension de f plus dimension de g moins la dimension de f inter g. Et alors ça tombe bien, toutes ces dimensions là à droite on les connaît. La dimension de f, on a vu que f c'était le sous-espace vectoriel engendré par E4, et donc on avait une base de f qui avait deux éléments. La dimension de f c'est 2. La dimension de g, on l'a calculée précédemment, c'est 3. Et la dimension de f inter g, on a une base constituée d'un seul élément, donc ici c'est 1. Donc la dimension de f plus g, c'est 5 moins 1, ça fait 4. Et là, vous vous souvenez de la propriété. Si j'ai si j'ai un espace vectoriel grand E et f', un sous-espace vectoriel de grand E, avec grand E de dimension finie, on a vu que f' égale grand E si et seulement si la dimension de f' est égale à la dimension de E. Alors le sens direct, il est évident, mais c'est le sens indirect qui est plus intéressant. Si dans un espace de dimension finie, j'ai un sous-espace vectoriel qui a la même dimension que l'espace de départ, alors ce sous-espace vectoriel, ici f plus g, est égal à l'espace grand E tout entier qui ici vaut R4. Donc, car f plus g est inclus dans R4, attention, il faut qu'il y ait une des deux inclusions, et en plus, les deux ont même dimension, donc ils sont égaux. Voilà. Et dernière question, on vous demande, est-ce qu'un vecteur de R4 s'écrit de façon unique comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g? Autrement dit, on vous demande, est-ce que n'importe quel vecteur de R4, donc je vais la réécrire là, sous forme avec des quantificateurs, ça devrait vous rappeler quelque chose. Quel que soit le vecteur de R4, est-ce que je peux l'écrire de façon unique? Est-ce qu'il existe un unique alors XY, là c'est pour, ce serait pas très intelligent de l'utiliser comme notation dans ce cadre-là, mais c'est pour rappeler les mêmes notations du cours, hein, pour que ça vous rappelle quelque chose. Est-ce qu'il existe un unique couple x, y dans f croix g, tel que z puisse s'écrire comme x plus y? Donc, est-ce que j'ai ça? Et cette partie-là, ça doit vous rappeler quelque chose. Donc, alors l'existence tout court, est-ce que n'importe quel vecteur de F4, je peux bien l'écrire comme somme d'un élément de F plus un élément de G? L'existence, je viens de la prouver à la question 6. Donc maintenant, quand on vous pose la question, c'est sur l'unicité en fait qu'on pose la question. Est-ce que la décomposition précédente est unique ou pas? Et on a vu dans le cours que ça, c'était équivalent au fait que F somme directe G est égal à R4. Ça, cette propriété-là est vraie si et seulement si les sous-espaces vectoriels F et G sont des supplémentaires de
R4. Leur somme vaut bien R4 tout entier. Est-ce qu'ils sont supplémentaires? Pour ça, il faut voir si leur intersection est réduite à 0 ou pas. D'après la question 5, f inter g n'est pas réduit à 0. Donc f et g ne sont pas des supplémentaires de R4. Donc ça, là, c'est faux. Donc la réponse, c'est non. Non, car f inter g n'est pas réduit à 0. Voilà, donc j'espère que vous avez travaillé cet exercice bien sérieusement. Ça fait un petit rappel de pas mal de notions, donc je trouve assez complet. Voilà, j'espère que c'était clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo. Voilà, bonne continuation et à bientôt.